Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Tout Savoir Sûr, un espace d'échange entre l'administration gouvernementale, la société civile, notamment les journalistes, les étudiants et les internautes ivoiriens. L'objectif, renforcer la dynamique de transparence et de redevabilité impulsée par l'exécutif ivoirien à travers la communication gouvernementale. Aujourd'hui, le CICG, à l'initiative de ce produit, nous offre d'explorer avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie la question du contenu local. De quoi parle-t-on? En quoi cela consiste? Quels sont les enjeux et les avantages pour les Ivoiriens dans ce secteur? On en parle avec M. Nzoué Kouakou Médard, directeur du suivi et de la réglementation à la Direction générale des hydrocarbures, et M. Adopo Nguessan Sylvain, conseiller technique du directeur général des mines et de la géologie. Monsieur Nzoué Kouakou Médard, vous êtes l'intervenant principal désigné par votre ministre. À cet effet, je vais vous inviter à bien vouloir rejoindre ce pupitre pour votre propos introductif, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers internautes, chers étudiants, chers collègues, je voudrais, à l'entame de mon propos, au nom de Monsieur le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, remercier les responsables de la cellule CICG qui nous fait l'honneur de nous recevoir ici pour débattre d'un thème qui fait aujourd'hui l'enjeu, n'est-ce pas, de cette rencontre. Il s'agit du contenu local en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire dispose d'importantes ressources naturelles qui constituent un levier de croissance et de création de richesses. Toutefois, pour que ces ressources profitent pleinement aux Ivoiriens, il est indispensable de renforcer l'implication des acteurs nationaux dans l'exploitation et la gestion de nos ressources. Le contenu local est donc un enjeu stratégique majeur qui vise à garantir une participation accrue des entreprises et des compétences ivoiriennes dans les secteurs clés de notre économie, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. Cette vision est au cœur des engagements de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a fait de la transformation structurelle de notre économie une priorité. Il s'agit non seulement de tirer profit de ces ressources, mais surtout d'assurer que leur exploitation contribue directement à l'industrialisation du pays et à la formation des jeunes, ainsi qu'à la création d'emplois durables pour les Ivoiriens. Dans cette dynamique, Monsieur le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoua Coulibaly, mène avec détermination des réformes ambitieuses visant à promouvoir une participation active du secteur privé local à travers l'adoption d'un cadre réglementaire adapté, la mise en place de mécanismes d'accompagnement et le renforcement des capacités des entreprises nationales. Le gouvernement s'attelle donc à faire du contenu local un véritable moteur de croissance inclusive. Je suis devant vous pour me prêter à vos questions afin d'enrichir nos échanges. Sur ce, je voudrais vous remercier.
Merci, Monsieur Nzué, pour ce propos introductif. Alors, chers internautes, chers journalistes, comme à l'accoutumée, nous allons ouvrir les échanges entre vous et les intervenants. Voilà, nous en avons deux. Nous avons Monsieur Nzué qui est accompagné de Monsieur Adopo Nguessan Sylvain, qui est conseiller technique du directeur général des mines et de la géologie. Nos questions tourneront autour du sujet, donc du contenu local. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Alors, je prends des questions en salle. Nous prendrons chaque fois 3 questions en salle et 2 questions d'internautes. Ce sera nom, prénom et organe de presse avant. Voilà. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur le directeur. Je suis Emeline Amangwa, journaliste au quotidien Fraternité Matin. Moi, j'ai 2 préoccupations. Une préoccupation à la fois, s'il vous plaît. Bon, puisque les 2 questions sont liées. D'accord, ok. Excusez-moi, madame, les 2 questions sont liées. Bon, en fait, c'était pour savoir déjà les avantages de la loi du contenu local pour les entreprises qui exercent dans le secteur minier. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la politique qui est mise en place par le ministère pour amener les nationaux à investir dans ce secteur? Très bien, merci madame. Seconde question en salle, s'il vous plaît. Je suis Ignace Kona du site en ligne afriquesoir.net. Je voudrais que monsieur le directeur revienne sur la définition du contenu local de manière structurée pour ceux qui n'ont jamais entendu parler puissent savoir de quoi parle réellement le contenu local. Merci monsieur. Troisième et dernière question en salle. Alors bonjour, je suis Serge Nzebo, quotidien Expression. Alors, je vais aborder dans le même sens. Comment explique-t-on le contenu local en français facile? Est-ce que on s'inscrit? Est-ce que on postule? Qu'est-ce que c'est? Merci, messieurs. Alors, monsieur Nzué, la question d'internaute au titre de cette première série de collecte s'inscrit dans la même dynamique que les questions que vous avez reçues tout à l'heure. Alors, l'internaute, c'est une question anonyme. L'internaute souhaiterait savoir, est-ce que le contenu local, c'est, en d'autres termes, ivoirien d'abord? Alors, je vous laisse terminer votre prise de notes. Après quoi, je vais vous demander de bien vouloir revenir au pupitre. Voilà, vous y resterez jusqu'à la fin de l'activité, s'il vous plaît. C'est cela. Ok, excusez-moi, le deuxième, là, je n'ai pas noté le nom. Vous pouvez me rappeler le nom, s'il vous plaît? Oui. D'accord, ok. Bon, je voudrais déjà commencer par la définition du contenu local, tout simplement, et avant d'aborder, de répondre à la deuxième question. Bon, vous savez, il y a plusieurs définitions du contenu local, hein, plusieurs. Moi, j'ai choisi la définition la plus simple. C'est un concept qui vise à maximiser la participation des Ivoiriens dans la réalisation des activités du secteur des hydrocarbures. Donc, il y a la participation active des Ivoiriens, il y a l'utilisation des biens et services, des biens locaux qu'on peut utiliser dans nos activités, et puis il y a aussi la valorisation des compétences locales. Donc, simplement, je peux vous donner cette définition. On peut aller au-delà. Mais tout cela est encadré par les tests. Donc, il y a un cadre réglementaire qui régit tout ça. Et donc, qui oriente les donneurs de leçons, n'est-ce pas, à prendre des décisions. Donc, voilà un peu la définition simplifiée du contenu local. C'est bon? Oui. Très bien, merci pour cette définition. Okay. Alors, la question était de savoir en quoi, madame, votre question, est-ce que les vos avantages. Deux questions, voilà, les avantages, c'est cela. Bon, avant d'arriver à cette réponse, je voudrais juste faire une évolution historique
du contenu local pour qu'on comprenne mieux. Le contenu local n'est pas un concept nouveau en Côte d'Ivoire. Déjà dans les années 70, je sais que beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, dans le gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny, il a, en 1977, pour être plus précis, dans son gouvernement, a créé un département ministériel qu'on appelait le ministère du Travail et de l'ivoirisation des cadres. Déjà, à ce moment, on avait déjà les premiers du contenu local. Et on a évolué jusqu'en 1996 dans le premier code pétrolier de la Côte d'Ivoire, bien que ne mentionnant pas expressément le mot contenu local, prenait en compte, accordait la priorité à l'utilisation, à l'embauche d'abord du personnel ivoirien et à l'utilisation des biens et services locaux. Donc on a évolué. Et après l'arrivée du président Alassane Ouattara, qui voulait faire de la Côte d'Ivoire un pays économiquement compétitif, résilient, et à même de faire face à tous les enjeux et défis mondiaux, a demandé qu'on fasse des réformes dans tous les secteurs clés de notre économie. Et c'est ainsi que, en 2022, il y a eu l'adoption de la loi sur le contenu local. Et un an après, sous le leadership du ministre des Mines, M. Mouadou Sangafoua Coulibaly, il y a eu la signature du décret d'application de la loi. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Cette loi, comme on l'a dit, avait pour objectif de promouvoir le tissu industriel local, de promouvoir les valeurs, les compétences locales, de promouvoir les biens et services locaux. Nous sommes à un moment où notre bassin sédimentaire connaît quand même un essor important et les Ivoiriens allaient se demander, on a découvert baleine, qu'est-ce que nous on gagne? Il fallait déjà prendre ces dispositions et faire profiter cela à la population. En faisant quoi? On retient 4 objectifs dans la loi. Premier objectif, l'emploi. Accorder la priorité, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, la priorité d'embauche au personnel ivoirien. Deuxième objectif, la sous-traitance. Il fallait catégoriser les activités. Ici, les activités du secteur ont été classées en 3 catégories. Il y a d'abord la catégorie A, qui sont les activités réservées exclusivement aux entreprises ivoiriennes. La catégorie B, qui est subdivisée en deux sous-catégories. La catégorie B1, qui sont des activités réservées aux entreprises de droit ivoirien, et puis la catégorie B2, pour les entreprises qui vont signer des accords de partenariat avec des entreprises ivoiriennes. Et puis ensuite, il y a la dernière catégorie, la catégorie C, qui est ouverte à tous. Ça, c'est le deuxième point qu'il faut retenir. Le troisième, c'est la formation et le transfert de compétences. À ce niveau, toutes les entreprises exerçant sur le territoire ivoirien dans notre secteur d'activité sont appelées à signer des partenariats avec des universités et des écoles du pays pour la formation. Et ensuite, le dernier point, c'est la transparence dans la gestion, dans la passation des marchés. Alors, ici, pour cela, il fallait mettre en place ce qu'on appelle la plateforme. On a une plateforme numérique
qui est dédié au contenu local. Et sur cette plateforme, il y a des modules, passation de marché. Donc aujourd'hui, tout se fait dans la transparence. Une entreprise qui arrive, qui veut passer un marché, doit s'inscrire obligatoirement sur la plateforme. Et là, c'est visible. Et donc, toutes les entreprises peuvent postuler. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est aujourd'hui permettre aux entreprises ivoiriennes d'avoir accès au marché. Avant, ce n'était pas le cas. Vous voyez, avant qu'on ne catégorise les activités, tout le monde était mis ensemble. Et donc, bien évidemment, les plus gros mangeaient les plus petits. Il fallait aujourd'hui protéger, n'est-ce pas, les entreprises ivoiriennes et leur permettre de s'approprier ces activités du secteur. Ce sont les avantages que nous tirons du contenu local. Bon, maintenant, parler de l'ivoirienne d'abord. Bon, ça dépend de ce qu'on donne, enfin, ce qui est dans le contenu, mais qui ne s'aime pas. Moi, je crois que ce n'est pas seulement l'ivoirien d'abord, mais il faut aussi, comme je l'ai dit, donner la possibilité, n'est-ce pas, à ces jeunes-là de prouver ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, donner à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on prend la formation de champions nationaux, mais c'est à travers de ce canal-là qu'on peut avoir des champions nationaux. Et donc, ça, c'est ce que je peux dire pour la première série de questions. Merci, M. Nzué. Alors, second tour de salle, avons-nous des questions? 3 questions en salle et 2 questions d'internautes cette fois. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur. Merci, je suis Manuel Sako pour le quotidien L'Avenir. Alors, ma question est de savoir, on n'est pas sans savoir qu'on est confronté à l'inadéquation entre la formation et le marché des besoins. Alors, comment est-ce que le contenu local entend régler la question de la formation pour mettre à disposition des cadres, des étudiants bien formés? Et deuxièmement, on a un accès limité aux opportunités pour les jeunes diplômés. Est-ce que le contenu local arrive à régler cette question? Merci. Merci, monsieur. Seconde question, allez-y, s'il vous plaît. Soro Siandene Yakuba, journaliste à UD Carrière. Pardon, le nom? Soro Siandene Yakuba, journaliste à UD Carrière. Ce n'est pas un concept nouveau, vous le dites bien. Alors, quel est le bilan que vous faites, vous, jusque-là? Et puis, outre cette question, existe-t-il des obligations légales pour les compagnies étrangères d'intégrer un certain pourcentage de main-d'œuvre ou de fournisseurs locaux? Merci, monsieur. Avons-nous une troisième question en salle? Allez-y, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bon, moi, c'est une préoccupation concernant le contenu local. On a vu son lancement ici à Abidjan. À 2 reprises, on a appelé la presse. Donc, le contenu local, oui. Il y a eu le lancement. Par la suite, il y a eu le grand salon, le CIRES, qui en a largement parlé. Et jusque-là, on continue de parler du contenu local. Je pense bien que ce sont des résultats que maintenant nous attendons. Vu que vous dites qu'il y a même une plateforme qui a été créée, donc je pense bien que si il y a des résultats, vraiment, qu'on puisse avoir cette. Ok. Votre nom, c'est quoi? Ignace Kona, Afrique Soir. Monsieur Kona. Merci, monsieur. Alors, monsieur Nzué, si très bien, merci beaucoup. Bon. Monsieur Sako, c'est ça? Voilà, une adéquation. Bon, c'est vrai. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les tests obligent les opérateurs du secteur à signer des partenariats avec des écoles pour la formation et des formations qui seront, n'est-ce pas, qui auront un lien directement avec le métier. Alors, donc, c'est
ce que nous sommes en train de faire, recenser toutes les préoccupations des opérateurs. Déjà, quand ils arrivent, il faut savoir ce qu'ils veulent exactement. C'est vrai qu'on forme, mais on forme pourquoi? Aujourd'hui, nous, comme je l'ai dit, nous sommes en train de développer le secteur et il est tout à fait normal qu'on réoriente la formation. Si on veut avoir des champions nationaux, qu'on réoriente cette formation-là pour que ces jeunes formés soient utiles, n'est-ce pas, et compétitifs dans ce secteur. Donc, les universités sont en partenariat avec les opérateurs pour adresser cette question. Le deuxième comment régler quoi? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Accès limité aux opportunités. On vient de dire qu'on a classé les activités en plusieurs catégories. Peut-être avant, c'était encore plus difficile. Mais aujourd'hui, on a une panoplie d'activités qui peuvent être réalisées par les entreprises ivoiriennes. Donc, je pense que progressivement, ce problème est en train d'être réglé. D'autant plus qu'il n'y a plus de compétition entre les gros et les entreprises ivoiriennes. Et en plus de cela, on a même dit dans les activités de la catégorie B, il y a une sous-catégorie qui oblige même les acteurs, enfin les opérateurs étrangers, à signer des accords de partenariat avec des entreprises ivoiriennes. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une activité, comment on appelle, un marché dans tel domaine d'activité, on vous oblige à vous, comment on appelle, à signer un partenariat avec une entreprise ivoirienne. Donc, c'est aussi une opportunité pour cette entreprise-là qui va non seulement bénéficier de la compétence et du savoir-faire de cette entreprise-là, mais avoir aussi une opportunité de marché. L'opportunité d'insertion, oui, dans la loi, c'est clair. La loi est claire. On a obligé les entreprises, n'est-ce pas, à atteindre un quota. Il y a des quotas qui sont fixés. Je prends le cas du secteur, enfin des opérateurs qui sont en amont. Par exemple, une société comme Eni, pour sa première année, on lui exige 50%, quand ils sont en exploration, 50% de son personnel doit être ivoirien. Après 5 ans, c'est 60%. En exploration, c'est-à-dire qu'ils sont en phase de recherche. Mais quand ils vont rentrer en phase de production, ce chiffre va aller jusqu'à 65-70 pour atteindre 90%. Donc aujourd'hui, ce sont des problèmes que nous sommes en train de régler et il y a un service chargé du suivi de l'application des dispositions du code, enfin de la loi sur le contenu local qui existe. Bon, le bilan. Nous sommes à mi-parcours. Nous n'avons pas encore véritablement tous les points. Pourquoi? Parce que déjà les activités de 2024, les rapports d'activité de 2024, les entreprises doivent déposer leur rapport au plus tard le 28 février de 2025. Et ces rapports seront analysés au plus tard le 30 juin 2025. Donc c'est après tout ça qu'on pourra faire un bilan exhaustif de la première année de du démarrage du contenu local. Bon. Une autre question, la dernière, c'était quoi? Est-ce qu'on pourrait reprendre, s'il vous plaît, la dernière? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas bien noté. Bon, ça va dans le même sens, mais vraiment, je veux bien avoir une autre réponse. Voilà. Pardon? J'ai dit, le contenu local, oui. Après son lancement, oui. Il y a eu le CIRES, l'un des salons les plus réussis même, de mon point de vue. C'est ça. À Abidjan. Oui. Pourquoi revenir encore dessus, parler, vu que ce sont des résultats que voilà, nous attendons actuellement. Voilà. Le contrôle, vous voyez, il y a des gens qui ont posé la question de savoir ce que c'est. Il faut toujours rappeler ça. Il faut toujours rappeler
Ce n'est pas parce qu'on a organisé des salons qu'on va, n'est-ce pas, s'asseoir pour tomber dans l'autosatisfaction. On a un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif, il faut forcément, comme on appelle, faire la politique de la communication. Il faut beaucoup communiquer, expliquer tout le temps. Et ça, c'est notre rôle. Et pour que tout le monde comprenne. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait le CIRES qu'on va s'arrêter. Non. Il faut qu'on a des objectifs à atteindre. Et ces objectifs passent nécessairement par la communication, la sensibilisation. Très bien, merci M. Nzué. Alors, chers amis, permettez-moi de commencer cette troisième série de collecte par des questions d'internautes. Alors, M. Nzué, la première question d'internaute à ce titre, ce sera de savoir comment encouragez-vous les entrepreneurs ivoiriens à investir dans le secteur des mines et énergies en Côte d'Ivoire. Donc, en d'autres termes, quelle est la stratégie gouvernementale en faveur de l'augmentation de la participation des entreprises locales dans ce secteur d'activité? La seconde question, c'est de savoir si vous pensez, donc au niveau du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, que les entreprises locales sont assez expérimentées pour satisfaire aux exigences techniques et de qualité. Donc, est-ce que vous pensez que les entreprises locales sont assez expérimentées pour satisfaire aux exigences techniques et de qualité? Sinon, quels sont les efforts que vous comptez déployer à ce niveau? Voilà. Avons-nous des questions en salle? Oui. Très bien, nous en prendrons 3. Ok. Allez-y, s'il vous plaît. Notez les questions là. Marcel Ariston Blé, journaliste à la Radio Nationale Catholique. Je voudrais savoir. Marcel Ariston Blé, Radio Nationale Catholique. Je voudrais savoir quels sont les défis actuels liés au contenu local en Côte d'Ivoire. Les défis. Bonjour, monsieur le directeur. Je suis Ariane Young. Je suis présidente du FEMICI, qui est le réseau des femmes du secteur minier de Côte d'Ivoire. Alors, ma question concerne justement la place des femmes. Selon une étude de 2024 de I4Chimine, il est dit qu'il y a seulement 9,87% de femmes dans le secteur minier en Côte d'Ivoire. Du coup, j'aimerais bien savoir comment la mise en œuvre du contenu local peut-il contribuer à l'autonomisation des femmes? Comment la question de genre est prise en compte dans le contenu local? Merci. Très bien. Merci, madame. C'est bon, hein. Alors, allez-y, troisième question en salle. Bonsoir, monsieur le directeur. Alors, dans le contexte du contenu local, y a-t-il un ordre de priorité concernant la passation de marché entre des entreprises détenues par des entrepreneurs qui sont dans les communautés directement affectées par l'industrie extractive et les autres entreprises ivoiriennes qui sont sur le territoire ivoirien? Très bien, merci. Ce sera la dernière question. Je suis Nelly Ossé, membre du FEMICI. Ossé. Oh, madame, on va reprendre. Pourriez-vous reprendre la question? Non, la première question. D'accord, alors la première question. Oui. D'accord, c'est la question d'internaute. Oui. La question d'internaute, d'accord, allons-y. Donc, comment encouragez-vous les entrepreneurs ivoiriens à investir dans le secteur des mines et énergies en Côte d'Ivoire? D'accord, très bien. Déjà, le premier acte qu'on a posé, c'est déjà de sécuriser des activités pour ces entreprises-là. Hein? Comme je l'ai dit, on a la catégorie A des activités, la catégorie A qui sont réservées, je dis de façon exclusivement aux entreprises ivoiriennes. Ensuite, même au niveau des métiers, il y a des emplois aussi qui sont réservés exclusivement aux nationaux. Bon, alors, si on a, comme on appelle, déjà cette panoplie d'activités pour les entreprises ivoiriennes, je veux dire, c'est aussi une façon de les aider à s'intéresser au secteur. Comme je l'ai dit d'entrée, c'est plus la concurrence comme avant. Avant, les entreprises ivoiriennes étaient noyées. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Et donc, il y a un engouement. Aujourd'hui, je peux vous dire, on n'a pas encore tous les chiffres, mais quand on a fait les premiers points, sur près de 860 entreprises qui se sont inscrites pour avoir l'agrément, il y a 650 entreprises ivoiriennes qui déjà sont inscrites sur la liste. Et parmi ces 650, il y a une bonne partie qui a déjà obtenu l'agrément pour exercer cette activité. Donc ça veut dire que déjà, ça porte les fruits. Ils ne sont plus peut-être là à se dire que moi je ne suis pas perdant, mais au contraire, aujourd'hui ils partent avec une certaine, comment on appelle, un certain optimisme, et puis cet engouement, cette volonté réelle d'aller avoir un marché dans notre secteur. Donc, monsieur, ça c'est un pas important, c'est de réserver des activités pour les entreprises ivoiriennes déjà. Ça c'est déjà bon. Donc, je voudrais dire aux entreprises de s'intéresser à ça d'abord, et puis progressivement on verra. Très bien, merci pour cette réponse. Permettez-moi de vous relire la deuxième question d'internaute. Voilà. Alors, c'est de savoir, est-ce que vous pensez, donc, au niveau du ministère, que les entreprises locales sont assez expérimentées pour satisfaire aux exigences techniques et de qualité? Sinon, quelle est la politique ou quelles sont les actions que vous comptez déployer à cet effet? Bon, voilà. Expérimentées, il y en a parmi elles quand même qui ont de l'expérience, puisqu'elles postulent à l'extérieur. Hydrodrill, ICM, qui sont des entreprises du secteur, qui ont une certaine expérience et qui ont des marchés à l'extérieur, en dehors de la Côte d'Ivoire. Par contre, il y a d'autres encore qui n'ont pas encore acquis, puis c'est maintenant qu'on vient de lancer. Et c'est pour cette raison qu'on a demandé le partenariat avec les entreprises étrangères et puis la formation, disons, de tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là. Mais pour les entreprises, c'est beaucoup plus simple. L'accord de partenariat va leur permettre d'acquérir cette expérience-là. Quand elles seront toujours avec les entreprises étrangères pour travailler, bien évidemment, elles vont laisser quelque chose. Le transfert de compétences et puis le transfert de technologie. Bon, j'aime pas trop ce thème. Je vais parler de transfert de technologie. Non, pour moi, c'est le transfert de connaissances. Parce que la technologie elle-même, c'est toi qui la détiens, donc tu ne peux pas la transférer. Mais la connaissance, par contre, tu peux la transférer. Et donc, avec cela, je pense qu'au fur et à mesure qu'on va franchir des paliers, ces entreprises vont acquérir assez d'expérience pour s'approprier toutes les activités du secteur. Alors, je tombe sur la dernière question. Les défis sont énormes. Hein. Les défis sont énormes. Dans un premier temps, c'est déjà faire en sorte que les Ivoiriens se sentent concernés par ce qui se passe dans notre secteur d'activité. Et à terme, et c'est mon rêve, c'est de faire en sorte que, à l'image de ce qui s'est passé au Royaume-Uni, que toutes les entreprises, enfin toutes les activités du secteur soient maîtrisées par les Ivoiriens. Vous savez, au Royaume-Uni, c'est comme ça qu'ils ont commencé dans les années 70. Mais aujourd'hui, avec la politique du contenu local, ils sont aujourd'hui les meilleurs sur la place, comme la Norvège aussi, c'est pareil. Et donc, c'est le défi que nous avons. Et je vous dis aujourd'hui que c'est aussi l'objectif de M. le ministre des Mines, Pétrole et de l'Énergie, qui a déclaré cette année des réformes structurantes et du développement du contenu local. Très bien. Alors, avant de nous épuiser... Ok, d'accord. Donc, ce sera il y a les questions donc, des deux dames sur, qui portaient justement sur les questions de genre dans le secteur, c'est cela? Oui, madame. Dans mes statistiques, je vois peu de femmes qui sont entrepreneurs. Peut-être ce n'est pas dans notre culture, mais on vous encourage à créer des entreprises pour venir avoir des marchés. C'est notre souhait, c'est d'avoir beaucoup de femmes dans le secteur. Peut-être
On n'est pas habitué, mais ça va venir. Et donc, c'est une occasion, n'est-ce pas, qui vous est donnée d'aller faire vos preuves dans ce secteur-là. Et nous, on vous attend. On vous attend. Très bien. Alors, dernière série de questions. Je vais prendre exceptionnellement 4 questions. Alors, mesdames, en espérant que M. Ndié ait répondu à vos préoccupations, sinon vous pourrez les reformuler. Voilà. Voilà. À l'occasion de ce tour, allez-y, s'il vous plaît. Donc, je me présente encore. Nelly Ossé, membre du FEMICI. J'avais demandé s'il y avait une priorité pour les entreprises dont les entrepreneurs vivent dans les communautés affectées par l'industrie extractive, en termes de passation de marché. Très bien. Alors, comparé aux entreprises qui sont sur le territoire ivoirien. Alors, monsieur Adopo, monsieur Ndié. Donc, on permet à monsieur Adopo de répondre à ces préoccupations. Allez-y, le micro. Ça, c'est au niveau des mines. C'est cela. Merci. Allez-y, monsieur Adopo. Merci bien, madame. En fait, il faudrait préciser que au niveau des mines, nous avons d'abord les populations directement impactées par le projet et donc les marchés issus de ces communautés-là. On parle d'abord de local. Donc, les entreprises qui sont aux abords de la mine sont les premières concernées lorsqu'il y a des appels d'offres émises par les compagnies minières. Lorsque ces entreprises n'ont pas la compétence, on va aller maintenant au niveau national. Donc là, on fait la distinction entre local et national. Donc, effectivement, il y a une classification qui est faite à ce niveau dans la passation des différents marchés. Merci bien. Très bien, parfait. Alors, seconde question, nous allons prendre 4 questions en salle, comme je le disais tout à l'heure. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur Manuel Zakou, du quotidien L'Avenir. Alors, ma question est de savoir, vous qui faites la promotion des entreprises locales, peut-on savoir à ce jour combien d'entreprises vous avez aidé à s'installer? Qui sont-elles? Combien on en a? Et puis, la seconde question, c'est de savoir comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir du secteur des mines. Est-ce que c'est un secteur vers lequel les jeunes diplômés doivent s'orienter parce qu'il y a beaucoup d'opportunités? Comment est-ce que vous vous entrevoyez? Merci. Allez-y. Je reviens encore, Serge Nzebo, l'expression. Alors, on a été tous témoins du succès, je dis du grand succès du CIREX 2024. Alors, qu'est-ce qui sera fait ou qu'est-ce qui est fait des acquis de ce salon-là? Merci. Okay. Très bien. Allez-y. Nom, prénom et organe de presse. Bonsoir, monsieur. Je suis Dominique Fadeyon, je suis journaliste à Soir Info. Tout à l'heure, monsieur, vous avez dit que sur 860 demandes d'agrément, il y a 650 entreprises ivoiriennes qui ont eu l'agrément. Alors, je voudrais savoir quand est-ce que vous avez fait ce point-là. Pardon? C'est à quelle date vous avez eu ces données-là? D'accord. Merci. Très bien. Très bien. Merci. Alors, cela fait 3 questions en salle. Là, nous prendrons une dernière question exclusivement. Monsieur Ndié, allez-y. Monsieur. Soro, c'est un journaliste à du carrière. Vous parlez d'objectifs dans vos propos liminaires. Quels sont vos objectifs à long terme? Très bien. Alors, sur les questions relatives au secteur des mines, comme je vous le rappelais en début d'activité, nous avons monsieur Adopo, c'est cela, voilà, qui est en salle et qui accompagne monsieur Ndié dans le cadre de cette prise de parole. Alors, je vais peut-être commencer par monsieur Ndié pour qu'il puisse répondre aux questions donc, qui le concernent. Et puis, juste après, donner la parole à monsieur Adopo pour aborder les préoccupations relatives au secteur des mines. Monsieur Ndié, si c'est bon pour vous, on y va, s'il vous plaît. OK. Combien d'entreprises que nous avons soutenues, c'est ça?
Installer. Installer des entreprises, nous on crée soutenu. Voilà, soutenu, nous on crée les opportunités. On crée les opportunités pour que ces entreprises-là puissent, disons, avoir des marchés. Mais il y a un point, comme je l'ai dit, qui sera fait après le 30 juin. Après le 30 juin, on aura les premiers résultats. D'accord? On a lancé la plateforme du contenu local en mai 2024. Et donc, le 30 juin 2025, on fera, disons, le bilan de la première année. Donc, il serait difficile, n'est-ce pas, de vous donner des chiffres. Bon, pour ce que j'ai dit, c'est à titre indicatif. Je vous ai dit, mais c'est à la date du 10 février 2025. Ce n'est pas encore les chiffres définitifs, mais c'est juste un petit bilan à mi-parcours. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'est quoi? Comment mais il est porteur. Nous avons, pour ce qui concerne les hydrocarbures, déjà, on a découvert Baleine. Baleine, c'est au moins 25 ans d'exploitation. On a découvert Calao. On a encore des partenaires qui sont là, qui sont en train de faire la recherche. Et nous prions Dieu qu'il y ait encore beaucoup de découvertes. Donc moi, je dis, et puis quand vous prenez le secteur des mines, avec tout ce que vous entendez quand même, il y a des découvertes de classe mondiale qui arrivent. Donc l'avenir, vraiment, il est radieux pour nous. Et c'est pour cette raison qu'il faut mettre les tests en place pour encadrer tout cela et pour que cela profite véritablement à la population. Très bien. Merci, M. Nzué. Alors, M. Adopo, est-ce que votre question a été répondue? C'est bon? Oui. Maintenant, les acquis du CIRES. Les acquis du CIRES. Oui, le CIRES. C'est une occasion encore pour nous de féliciter M. le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Parce que je vous avoue que c'est le seul qui a cru en sa chose. Hein? C'est vrai qu'on l'a accompagné, mais nous-mêmes qui étions là, qui devons le soutenir, on était un peu inquiets. Mais lui n'a jamais douté et il nous a donné raison. Le CIRES a été, pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Les retombées sont là. Aujourd'hui, quand on a fait le bilan, vous avez vu les chiffres qui ont été, disons, donnés, mais ça se poursuit. Il y a eu des signatures de conventions avec des sociétés, disons, des structures financières qui ont décidé de soutenir des entreprises du secteur à hauteur de 50 milliards. Ça, déjà, c'est des retombées. Et donc, il y a encore beaucoup de choses. Et on a eu encore des demandes de blocs. Donc, aujourd'hui, en tout cas, je vais dire que le CIRES a été, disons, un événement assez important et qui nous rapporte et qui va toujours nous rapporter beaucoup d'acquis, beaucoup de choses. Merci, M. Nzué. Alors, M. Adopo, vous avez le micro pour aborder les préoccupations relatives au secteur des mines. C'est cela, allez-y. Merci bien. Je pense que la question concernant l'avenir du secteur a été abordée par M. le directeur. Le secteur, l'avenir est vraiment radieux pour nous. Donc nous invitons chaque Ivoirien à venir contribuer et prendre la part qui vraiment lui revient. C'est pour tout cela que les tests sont en train d'être pris, comme l'a indiqué M. le directeur. Merci bien. Très bien, merci M. Adopo. Alors au titre de cette conférence de presse dont nous tendons vers la fin, M. Nzué, permettez-moi de vous adresser 3 dernières questions, après lesquelles vous pourrez nous faire part de votre mot de fin. Alors la première question est relative à la transparence et la gouvernance dans le secteur. Donc la transparence est souvent un enjeu majeur dans le secteur des mines, du pétrole et de l'énergie, puisqu'on parle de contenu local. Quelles sont les initiatives prises pour garantir une gestion transparente et responsable des ressources naturelles du pays? Donc, quelles sont les initiatives prises pour garantir une gestion transparente et responsable des ressources naturelles du pays? Je vous permets déjà d'y répondre ou je poursuis? Je vais répondre. D'accord.
Mais il n'y a pas de disposition particulière. La Côte d'Ivoire est membre de l'ITIE depuis 2008. L'ITIE qui est, comment on appelle, l'instrument qui veille sur les revenus des ressources extractives des pays qui sont membres et donc qui fait obligation à ces pays-là de faire des déclarations qui sont régulières. Donc aujourd'hui, les contrats pétroliers ne sont plus des choses confidentielles. Vous partez sur le site de l'ITIE, vous allez voir comment est-ce que nous gérons ces ressources-là. Tout est déclaré là-bas. Très bien, alors. Donc, vous voyez qu'on a la volonté de travailler en toute transparence. Par contre, on n'était pas obligé d'adhérer à l'ITIE. Mais si on l'a fait, c'est parce que le gouvernement veut que la gestion de ces ressources soit vraiment transparente. Voilà. Très bien, merci M. Ndju. Alors, sur la question des partenariats internationaux, vous parliez tout à l'heure d'une plateforme, vous parliez également de transfert de connaissances, de compétences. Alors, personnellement, je souhaiterais savoir, et je pense que bien d'autres Ivoiriens également, en quoi consiste cette plateforme, si elle est déjà lancée ou si elle est déjà initiée, quelles sont les actions qui sont particulièrement mises en place pour favoriser ce transfert de connaissances, de compétences et pour encourager justement les jeunes à s'intéresser à ce secteur qui, vous l'avez dit tout à l'heure, est porteur. Très bien. La plateforme numérique dédiée au contenu local vise, disons, à favoriser les relations entre les acteurs, entre les entreprises ivoiriennes et puis les opérateurs. Ça, c'est déjà un. Et puis, à procéder à la dématérialisation de la procédure administrative pour aller plus vite. Et puis, sur cette plateforme, donc, c'est un outil qui va permettre d'accélérer les échanges entre les acteurs. On va s'inscrire. On sait qu'il y a des modules qui sont dédiés, qui sont sur la plateforme, module formation, module passation de marché, module formation, il y a tout. Toutes les informations sont dessus. Et donc, au lieu de venir toujours peut-être dans les bureaux, il suffit d'aller sur le site et puis, bon, vous cliquez, vous voyez tout ce que nous pouvons faire. Les obligations, c'est quoi? On amène les entreprises du secteur à aller souscrire déjà, aller s'inscrire sur la plateforme et toutes les demandes d'agrément, comme la loi fait obligation à toutes les entreprises qui sont dans le secteur d'avoir un agrément. Et tout cela se passe là-bas. Vous voyez? Et donc, c'est aussi une gestion transparente, n'est-ce pas, des activités de notre secteur. Rien n'est caché. Les passations de marché aujourd'hui ne sont plus cachées. Tout est visible sur la plateforme. Donc, un opérateur qui veut peut-être sélectionner un ensemble d'entreprises va s'inscrire, faire la demande, et puis bon, les échanges se font sous l'œil vigilant de l'administration. Voilà, qui veille au grain, qui surveille, et qui valide certaines, comment on appelle, propositions et tout ça. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour ce qui concerne la plateforme. Ainsi, il s'agit donc d'une plateforme digitale qui est accessible par tous et partout. Si, c'est ça. D'accord, alors. On va donc terminer avec cette question qui est relative aux objectifs et aux perspectives donc, de cette politique de contenu local, de promotion du contenu local. Quels sont les objectifs à moyen et long terme et quelles sont les perspectives? Bon, je pense qu'en termes d'objectifs, vous voyez, le président de la République a déclaré 2023 année de la jeunesse. Cela ne veut pas dire qu'il va distribuer de l'argent aux jeunes. Il crée les opportunités. Et notre secteur s'inscrit dans cette vision, sous la conduite éclairée de M. le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Donc, les objectifs à terme dans notre secteur, c'est de faire en sorte qu'on ait le maximum d'entreprises d'abord qui vont s'approprier toutes les activités du secteur et créer suffisamment d'emplois pour les jeunes. Suffisamment d'emplois pour les jeunes. Et faire profiter à la population toutes les retombées que nous allons avoir retirer de nos ressources. Voilà. Et puis, bon, les perspectives, c'est pratiquement la même chose. Les perspectives, c'est de développer davantage le contenu local, de faire en sorte que dans les années qui arrivent,
nous ayons un bon bilan à l'image du Royaume-Uni, comme je l'ai dit, qui est un modèle dans ce secteur-là, et puis faire en sorte que les Ivoiriens puissent profiter vraiment des ressources de nos sous-sols. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Monsieur Nzui. Alors, sur ces mots, je vais vous demander, donc, voilà, si vous voulez bien nous adresser un mot de fin, un message à retenir avant la clôture de cette activité. C'est fini. Hein? C'est fini. Il n'y a plus de questions. Il y a des questions, si vous le permettez. Une seule question. D'accord. Allez-y. C'est la femme qui termine là, voilà. Merci beaucoup. En fait, quand je vous entends, vous parlez surtout du secteur pétrolier. Donc, je sais qu'actuellement, le contenu local est appliqué dans le secteur pétrolier. Il y a la réforme du code minier qui est prévue. Et donc, nous, dans le secteur minier, on aimerait bien comprendre en pratique comment ça va s'appliquer au secteur minier. Par exemple, on prend le transfert de compétences. Aujourd'hui, on voit très clairement, moi j'ai été sur beaucoup de sites, ce sont des expats qui ont des postes de responsabilité. Il y a très peu d'Ivoiriens, d'Ivoiriennes qui sont mining managers, par exemple. Donc, en pratique, comment est-ce que ce sera fait dans le secteur minier? Très bien, merci pour votre question. Et justement, M. Adopo, c'est à cet effet que M. Adopo a accompagné M. Nzui à cet exercice. Donc, allez-y, s'il vous plaît, M. Adopo. Merci bien. J'aimerais tout de suite rassurer pour dire que nous sommes dans une démarche, je dirais, de progression. Et peut-être l'information dont parle Madame est de quelques années en arrière. Aujourd'hui, nous avons des Ivoiriens qui sont directeurs au niveau des mines, qui sont en exploitation ici. Donc, c'est parler un peu de la politique qui est mise en place. C'est vrai, de façon formelle, on ne parle pas de contenu local dans les mines, mais la loi déjà, en ses dispositions 131, vous prenez le code minier, prévoyait déjà de mettre en priorité les Ivoiriens dans les différents postes. La même loi dit que seulement 10% du personnel devait être expatrié. Donc il est bien entendu que si vous prenez une société où l'opérateur a investi des milliards, c'est bien entendu qu'il puisse décider de prendre un certain nombre de personnes, mais pour des individus clés, pour la gestion de la mine, de plus en plus, ce sont des nationaux, des Ivoiriens formés dans les grandes écoles nationales qui occupent les principaux postes. Donc ce n'est que la petite précision que j'aimerais apporter à la préoccupation de Madame. Merci. Très bien, M. Nzui, avez-vous quelque chose à ajouter? D'accord, si j'ai parlé des hydrocarbures, c'est parce que, bon, voilà, vous comprenez. Voilà, sinon, il est là pour répondre à vos préoccupations. Ne vous en faites pas. Monsieur le ministre a demandé pour les trois secteurs, il y a des réformes. C'est pourquoi j'ai parlé de réformes structurantes, et c'est lui qui l'a dit. Et donc, je pense que dans les années à venir, nous serons tous heureux d'avoir eu à la tête de ce département M. Mamadou Sangafoua Coulibaly. Bon, ok. Pour le mot de fin, je voudrais déjà vous dire merci. Au nom de la délégation qui m'accompagne, au nom de M. le ministre, merci de nous avoir permis d'avoir ces échanges qui, à mon sens, ont été très enrichissants. J'espère que la salle ici, enfin, vous avez été satisfait de notre prestation. Et je voudrais aussi vous dire que le président de la République a toujours voulu que les ressources naturelles, l'exploitation profite en priorité aux Ivoiriens en générant des emplois, en développant des compétences locales, en renforçant notre tissu industriel. Donc le contenu local n'est pas une option, mais c'est un impératif. Oui, pour garantir un développement durable et inclusif de notre économie. Et donc dans cette vision, M. le ministre s'est approprié la vision du président de la République, est en train de mener des réformes structurantes. Et comme il a dit, cette année est placée c'est une année pour consacrer aux réformes structurantes et au développement du contenu local. C'est-à-dire que c'est un enjeu important pour lui. Et je voudrais, n'est-ce pas, à ce stade de mes propos, vous retirer nos remerciements et
vous dire merci, enfin, dire que nous sommes encore là. Si vous avez besoin de nous pour d'autres questions, on reviendra pour répondre présent. Et puis, pour aujourd'hui, je crois que, bon, c'est bon. Merci, merci, hein, merci. On est fatigué. Hein. Ça va, merci. Dis à ton droit que tu ne vas pas laisser. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette activité d'échange sur le contenu local et la promotion de l'expertise locale dans les mines et énergies en Côte d'Ivoire. Nous avions pour intervenant M. Nzue Kwaku Médard, directeur du suivi et de la réglementation à la Direction générale des hydrocarbures, et M. Adopo Nguessan Sylvain, conseiller technique du directeur général des mines et de la géologie. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à la même heure en direct des canaux officiels de communication du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.